Radio BDC One sur bdc1.com. Excentrique, c'est une émission de diversité, c'est une émission de solidarité, c'est également la culture, la politique et le sport. Ce sont mes trois passions favorites que j'ai le plaisir de vous faire partager tout au long de ces dimanches de plaisir et de détente, bien entendu, dans le divertissement. Donc, Alex est avec moi. Bonjour Alex. Bonjour à toi René, bonjour à tous. Ponctué, bien entendu, d'un chat qui est disponible. Le chat, tu peux me rappeler le site? Alors c'est www.equality-radio.fr. Voilà, et donc à ce moment-là, il y a le pseudo qui est studio, c'est ça? Tu m'as mis studio, hein? Oui, studio. Voilà, studio, auquel vous pouvez réagir en direct sur les différents sujets de l'émission. Et si vous avez des choses et des infos à nous communiquer, n'hésitez pas. Un mentaliste pour coacher des chômeurs à Saint-Médard-en-Jalles. N'en déplaise à la télé, tous les mentalistes ne passent pas leur temps à confondre des criminels grâce à une fine interprétation de leurs gestes et attitudes. Rémi Berthier, lui, ne fait pas ça. D'ailleurs, le jeune homme ne se présente pas comme un mentaliste, mais comme un magicien qui applique les techniques du mentalisme. Hier, ça s'est passé au Carré des Jalles. Il a animé une première des 2 journées de stage qui suit tous les demandeurs d'emploi de Saint-Médard-en-Jalles. C'est une initiative inédite. Elle est menée conjointement par le CCAS et par le pôle médiation, le carré et les colonnes. Ses talents de mentaliste, Rémi Berthier ne les utilise donc pas pour traquer les délinquants, mais pour inciter ses stagiaires à s'interroger sur le monde qui les entoure. Ils font des expériences sur l'ignorance que l'on peut avoir de notre propre corps et la façon dont des gens peuvent l'utiliser. Ils poussent les gens à observer, à être sur le qui-vive, à regarder les choses qui les entourent de manière différente. Le mentalisme, c'est la manipulation des pensées. Ça touche au réel et souvent pour les gens c'est troublant et ça les réveille. C'est effrayant quelque part, c'est-à-dire que dès les premières heures du stage, le ton est donné. Rémi réalise plusieurs expériences qui laissent les stagiaires pantois. Bluffant, confie une jeune femme participant à ce stage. Effrayant de dire que l'on est aussi lisible, s'inquiète une autre personne. Il y a de quoi avoir peur, savoir que quelqu'un qui ne vous connaît pas peut deviner ce qu'on pense à partir de quelque chose, à partir de quelques gestes, expressions du visage, des choses de l'or que l'on pense cachées. C'est très inquiétant. Après seulement 3 heures d'initiation au mentalisme, le malaise est palpable et le premier objectif du coach est atteint. L'étape suivante consiste donc à expliquer à son public les ressorts utilisés, car dans ce stage, une fois n'est pas coutume, le magicien révèle ses trucs. Donc c'était 2 jours que Rémi Berthier apprend les techniques du mentalisme aux demandeurs d'emploi de Saint-Médard. L'art de cette manipulation mentale, l'une des expériences qui a le plus marqué ces demandeurs d'emploi, était donc celle des 3 enveloppes. Dans la première, l'un des cobayes note un mot. Le premier d'une page prise au hasard dans un livre. Dans la deuxième enveloppe, c'est un objet qui est choisi par un des participants, bien entendu. Et dans la dernière enveloppe, un prénom cher de l'un des stagiaires.
Après un petit numéro de Le mentalisme réalise un sans faute, stupeur dans l'assistance. La clé, c'est le détournement d'attention et le mensonge, explique Rémi Berthier. Habilement, le magicien a utilisé une technique que nous ne révélerons pas dans ces colonnes, bien sûr, dans ce sujet-là, qui consiste à avoir un temps d'avance. Donc Rémi a ainsi pu lire chacun des mots glissés dans les enveloppes sans que personne ne s'en rende compte. Le magicien développe des outils et des stratégies pour faire croire qu'il peut tout prévoir, qu'il connaît les gens, poursuit donc le mentaliste. L'idée, c'est de montrer ce que ça peut donner quand on sort ces expériences du cadre du théâtre. Après, il n'est pas psychologue pour autant, il donne son point de vue d'artiste sur ces outils qui peuvent être utilisés. Ensuite, c'est aux gens d'établir un parallèle avec des situations réelles. Ce cours sur l'art de la manipulation mentale, ce cours sur l'art d'en tirer profit, mais profitable acquis aux demandeurs d'emploi, notamment lors de prochains entretiens d'embauche. Le but, c'est d'appliquer ce que les stagiaires apprennent dans la vie quotidienne, répète et lance une participante, une stagiaire, pouvoir s'en servir sur les gens qu'elle va rencontrer et aussi apprendre à mieux masquer certaines choses chez la personne elle-même. Voilà un petit peu ce petit mentaliste coach des chômeurs actu dans la Gironde Express de Saint-Médard-en-Jalles. Événement culturel, votre journal d'information bien entendu, sur Bordeaux. L'ouverture d'une agence du secours populaire. Est-ce que tu es au courant? Oui, qui s'est inauguré. Donc, un nouveau toit pour la solidarité. C'est un nouvel espace de solidarité du secours populaire qui s'est ouvert près de la gare. Le Secours populaire a inauguré cet espace rue Malbec. Le lieu permettra aux personnes en difficulté de se cultiver, se coiffer, obtenir des informations ou une première consultation médicale. C'est un grand jour pour la solidarité. Julien Lauprette, le président du Secours populaire français, avait soigneusement choisi le jour de l'inauguration du nouvel espace de solidarité de son association, le fameux 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Le Secours populaire a ainsi déboursé seul 250 000 € en 8 mois pour rénover son ancien siège social et en faire un nouvel espace de solidarité. La précarité n'est pas seulement alimentaire, explique Alain Salinière, le secrétaire général de l'association. Elle est aussi dans l'accès au logement, à la santé, à la culture, au loisir. Cela se trouve aux 3 rue Malbec, j'aurai besoin de toi Alex, aux 3 rue Malbec, 3 rue Malbec, sur 160 mètres carrés. Les plus précaires trouveront tout d'abord un accueil et une orientation, par exemple pour les problèmes liés au logement, au rez-de-chaussée, l'espace vestiaire, avec des vêtements et chaussures accessibles à tous pour une somme symbolique, tout comme dans l'espace brocante. Au premier étage, également Médecins du Monde tiendra une permanence pour faciliter l'accès aux soins, une demi-journée par semaine. Dans cette même pièce, un petit espace coiffure permettra une coupure rapide ou un shampoing. C'est un espace couture qui le jouxte, voilà qu'on dit, servira aux petites réparations et travaux de confection. Voilà, retrouver une dignité
Le deuxième étage de ce secours populaire rue Malbec à Bordeaux accueille l'atelier d'informatique et de consultation internet qui sera encadré pour réaliser un CV, une lettre de motivation, et comme l'espace est quand même limité, c'est aussi un lieu de lecture pour enfants accompagnés avec son antenne et ses points relais à Bacalan, à la Benoge. Le secours populaire français aide à Bordeaux plus de 4000 personnes par an. À cette aide alimentaire et vestimentaire s'ajouteront désormais ces autres services solidaires. Alors que la crise précipite un peu plus les plus fragiles dans la précarité, l'initiative a reçu le soutien de tous les politiques bordelais. Emmanuel Ajon, conseillère municipale de Bordeaux, y a même travaillé bénévolement pendant plus de 10 ans, au même titre que les 854 personnes qui font vivre le secours populaire français et en Gironde. Malgré une aide européenne en baisse, le secours populaire français bénéficie avec les Restos du Cœur, la Banque alimentaire et la Croix-Rouge du programme européen d'aide aux plus démunis que l'on appelle PEAD, soit 70,2 millions d'euros pour la distribution gratuite de nourriture aux plus démunis. Le PEAD est rattaché à la PAC, doit disparaître en 2014 pour un programme beaucoup moins bien doté. Pour la Gironde, précise Julien Lampêtre, le journaliste, le secrétaire, pas le journaliste, excusez-moi, le secrétaire de l'association, cela représente quand même 75% de l'aide alimentaire, une mobilisation avec l'action Airfond qui présentera dans la rue des centaines de gens minant des repas avec une assiette vide est prévue prochainement pour manifester contre cette baisse d'aide européenne pour les démunis. Sandy, peux-tu me dire deux mots sur, puisqu'on parle de la misère et du démuni, de la journée du 17 octobre, ce que tu en connais? La journée présenter d'abord, et puis pourquoi cette date, pourquoi le 17 octobre? Le 17 octobre est la journée mondiale du refus de la misère. Oui. C'est imposé par qui? Ça a été amené comment? C'est le fondateur du mouvement ATD Quart-Monde qui s'est réuni, qui a rassemblé pas mal de gens, de personnes dans la misère suite au bidonville de Noisy-le-Grand. Oui. Qui était le fondateur Joseph Wrezinski était un prêtre à la base. Ouais. Qui par rapport à l'église et qui voulait donner la parole aux plus démunis. Et d'apporter un soutien et de débloquer des aides en faveur de ces personnes défavorisées. Voilà, c'est juste donc un clin d'œil et un soutien à cette journée mobilisante, et que donc n'hésitez pas à faire des dons pour aider les gens qui sont dans le besoin. Voilà, c'est juste une petite aparté que je voulais dire, parce que j'en ai parlé par rapport à cette ouverture de cette maison de la solidarité du secours populaire français, et donc un qui clin sont d'œil, partenaires justement un clin d'œil donc à cette journée du 17 octobre. Dans Politique Dimanche, on y viendra un peu plus tard, nous reparlerons également du 17 octobre, mais dans d'autres circonstances et pour un autre événement politique autour de l'Algérie. Donc de suite nous parlons des enfants. Internet, un fait de société. Internet, une drogue pour les ados.
Alors, le contexte, c'est les jeunes qui font un usage intensif des nouvelles technologies. C'est une analyse qui pose de nouvelles questions aux parents, notamment en termes d'utilisation de l'outil. 2500 SMS envoyés par mois, soit 80 par jour, c'est désormais la moyenne d'utilisation du téléphone portable pour un adolescent français, selon l'autorité des télécoms Aforcep. Les technologies en général et les réseaux sociaux en particulier ont désormais pris une place importante dans leur vie quotidienne. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publiée tous les 4 ans et sortie en septembre, montre très bien l'évolution des usages auprès de ce public. Menée dans 39 pays, elle met en évidence que les jeunes sont de plus en plus connectés. Le sommeil grand perdant de l'histoire. À l'entrée du lycée, 46% des garçons et 65% des filles tout de même le sont quotidiennement branchés, selon une enquête de l'Académie de Versailles. L'âge moyen du premier accès à Internet est évalué à partir de 8 ans. Le rapport à la sexualité est également l'une des grandes questions qui est soulevée par l'irruption d'Internet dans l'éducation. 50% des adolescents se connectent seuls. D'après une enquête de TNS Sofres de 2011, l'accès au contenu pornographique est donc facile, mais ne semble pourtant pas modifier les comportements. L'âge de la première relation sexuelle reste stable, autour de 17 ans. Le sommeil est le grand perdant contre l'ordinateur ou un smartphone. L'OMS indique que les jeunes utilisant ces appareils dorment en moyenne 8 heures et 6 minutes par nuit au lieu de 8 heures et 50 minutes. Les mauvaises rencontres existent malgré tout, mais sont plus rares qu'on le croit. Si 44% des adolescents les évoquent en premier comme possible risque, seuls 7% se sont vus proposer une rencontre par un inconnu. Facebook n'est pas d'ailleurs le site le plus dangereux sur ce point-là. Les cercles d'amis sont restreints et les conversations sont tout de même surveillées. On a constaté en juillet qu'un présumé pédophile américain a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à rencontrer une fille de 13 ans. Le réseau social avait intercepté la conversation et prévenu les autorités. Voilà, donc une analyse, l'usage des réseaux sociaux que je vous ai partagé sont donc donnés de 48% pour la tranche d'âge des 8 à 17 ans qui ont un compte sur Facebook et donnent des informations personnelles. 88% une ou plusieurs photos d'eux, 210 amis en moyenne, leur vrai nom, il n'y a que 30%, le nom de leur établissement scolaire à 67%, leur adresse postale à 17%. En moins de 18 ans, 7%, donc malgré l'interdiction. Aux alentours de 45% n'abordent pas le sujet avec leurs parents, mais 95% estiment qu'ils les surveillent. 30% ont été gênés ou choqués par ce qu'ils ont évoqué, bien entendu. 19% ont
regardé une scène de pornographie, 15% ont regardé des thèmes sur la violence et 13% ont partagé des propos racistes ou homophobes sur ces réseaux sociaux. La connexion, elle se fait quotidienne, 59% donc consultent tous les jours. Par contre, quelques fois par semaine, seulement 31%, contre 6% quelques fois par mois et 4% qui l'utilisent le moins souvent. C'est aux alentours du 17 juillet qu'est fait ce sondage. Depuis un ordinateur familial, la connexion elle est ramenée à 58% des adolescents. 50% possèdent un ordinateur personnel et 23% des ados ont un smartphone, un téléphone mobile. Formation, on apprend aussi des choses sur les profils de nos enfants. Les formations à l'utilisation des réseaux sociaux se multiplient en France, à défaut d'être enseigné à l'école. L'opérateur Internet et association propose désormais des cours pour les parents. Fabrice, 37 ans, qui en a suivi un concernant Facebook, avoue faire souvent des erreurs par méconnaissance du site. Il y a des choses qu'il va certainement revoir sur son profil. Il y apprend des choses intéressantes sur les profils de leurs enfants, notamment le passage en profil public dès que l'on atteint 18 ans. Continue également dans cette voie. Les seniors sont également très demandeurs, et pas seulement pour l'expliquer à leurs petits-enfants. Paul, 67 ans, explique ainsi que suivre cette formation pour expliquer Facebook à ses amis du club de bridge reçoit beaucoup de messages sur ce site et on ne comprend pas toujours vraiment de quoi il s'agit. Donc voilà toutes les informations autour de la société Internet et que les enfants l'utilisent et à surveiller bien entendu. 61% c'est le pourcentage donc des jeunes français âgés de 15 à 25 ans qui mangent au moins une fois sur deux leur repas devant un écran selon une autre enquête Ipsos. Voilà, donc c'est tout délicat à travailler et donc bien entendu à la suite d'un mouvement de grève déclenché aussi la CGT et la SGUCE protestent qui est en charge de la distribution de la presse payante qui affecte les imprimeries parce que le journal est moins acheté du moment qu'on a les informations directement sur internet. Il trouve que la presse a un moindre écho et il présente donc des soucis, quoi, une espèce de manque à gagner quelque part au niveau de la distribution des journaux. Voilà. Autre chose à vous dire avant de vous communiquer les 5 règles d'or de Facebook. Il faut savoir que avant 13 ans, l'enfant manque d'esprit critique. Et donc, à partir de quel âge peut-on vraiment donner un mobile à son enfant ? Certains disent le plus tard possible. On ne connaît pas très bien les conséquences des ondes sur la santé et il faut que l'enfant soit suffisamment mature. Reste que l'entrée au collège est souvent le moment où il obtient son premier mobile. Il faut les équiper d'une oreillette Bluetooth et leur imposer de ne pas porter l'appareil au niveau de la ceinture quand ils téléphonent. Le conseil est de ne pas les équiper avec des smartphones chers. Ils vont se les faire voler. Quelles limitations les parents doivent-ils imposer ? Alors, la consommation globale, tout écran confondu, doit être comprise entre 30 minutes et 1 heure par jour, mais
Il est difficile de respecter cela, sachant que les ados passent déjà 48 minutes par jour en moyenne uniquement sur Facebook. Quel conseil pour l'usage de Facebook? Il décommande fortement de laisser un enfant de moins de 13 ans s'y inscrire, car il risque de trop se livrer et manque d'esprit critique. Voilà, donc c'est ça qui ressort de l'interview et des sondages. Ensuite, quel que soit l'âge, il ne faut pas qu'ils donnent leur vrai nom. Il faut leur expliquer qu'on a le droit de mentir à un site internet pour préserver sa vie privée. Et puis, il faut connaître leur mot de passe pour pouvoir vérifier ce qu'ils font et bien paramétrer le compte en interdisant, par exemple, que ce qu'ils publient soit accessible aux amis de leurs amis. En moyenne, on possède 130 amis avec les amis d'amis. On dévoile donc des informations à plus de 16 900 personnes tout de même. C'est l'équivalent d'une ville comme Vesoul. Voilà les propos recueillis de Florence Santino sur cet esprit critique autour des enfants de moins de 13 ans. Prendre garde à l'utilisation de Facebook. Les 5 règles d'or de Facebook. Si vous souhaitez réagir sur l'utilisation d'Internet des enfants, vous pouvez le faire sur le chat. Sandy, s'il te plaît, propose la question. Voulez-vous réagir sur le sujet? Doit-on confier l'Internet à nos enfants? Quel âge pensez-vous qu'il soit conseillé pour leur donner l'autorisation et l'accès? Voilà, vous pouvez réagir sur le www.equality-radio.fr. Je vous communique donc les 5 règles d'or de Facebook. Utilisez un pseudonyme et bien régler les paramètres de confidentialité, d'accord? Ne pas dévoiler d'infos perso, en particulier ne pas donner l'adresse, le numéro de téléphone ou le nom de l'école. Ensuite, troisième point, trier les invitations, ne pas accepter n'importe qui comme ami, être vigilant sur ça. En quatrième point, réfléchir à ce que l'on donne à voir, ne pas publier de propos ou de photos que l'adolescent pourrait regretter plus tard. Et en dernier point, gare aux inconnus, ne pas se rendre seul à un rendez-vous avec une personne rencontrée sur Internet ou Facebook, même si elle prétend être du même âge que l'ado. Donc voilà, méfiez-vous, prenez garde sur cette question d'internet auprès des ados. Vos réactions sur le chat, n'hésitez pas. Toujours dans un œil, un regard sur la France, votre actualité de nationale, bien entendu. On continue sur l'expression qui est un sujet sur l'usurpation d'identité. Donc la délinquance, c'est le contrôle de faciès, et c'est cela que je vais vous proposer maintenant. Alors au niveau de la délinquance, il faut savoir que 8% des Français sont déjà victimes d'une usurpation d'identité. On peut être première dame et se faire voler son identité. Le 3 octobre dernier, Valérie Trierweiler a déposé plainte contre X pour usurpation d'identité après qu'une demande de permis de construire eût été déposée à son nom dans le Morbihan. Une mésaventure qui n'est pas l'apanage des célébrités, selon une étude de CSA qui a été rendue publique cette semaine. 8% donc des Français se déclarent en effet avoir déjà été victimes d'usurpation d'identité au cours des 10 dernières années. Il n'était que 4,2% par contre en 2009. 200 000 € de prêts contractés. Cette forme de délinquance est en passe de devenir la deuxième en France avec les cambriolages et après le vol de véhicules. Pour autant,
34% des personnes interrogées estiment que ce risque est peu élevé ou totalement nul. 45% pensent qu'il est plutôt assez élevé et 18% qu'il est très élevé. Depuis sa mésaventure, Blandine explique que c'est une Parisienne de 32 ans, qu'elle invite tout le monde à la prudence. Fin septembre, il lui est arrivé, elle a reçu un appel d'un organisme de crédit. On lui réclame près de 10 000 euros. Vérification faite, c'est bien son passeport qu'elle croyait égaré chez elle, qui a été utilisé pour contracter un prêt 5 mois plus tôt. Mais la photo n'était pas la sienne. Depuis, les injonctions d'huissier s'enchaînent et arrivent chez elle. La personne qui a usurpé son identité a ouvert une vingtaine de comptes pour des organismes de crédit qu'elle raconte Blandine dans son malheur, qui estime ce montant total à 200 000 euros. La jeune femme soupire, elle répète que c'est usant de devoir prouver chaque fois sa bonne foi. Elle donne un conseil à vous autres et à vous, à votre attention particulière, que si vous ne retrouvez pas vos papiers, portez plainte aussitôt. Tout de suite, n'attendez pas, même si vous pensez les avoir simplement égarés, ça vous évitera pas mal de désagréments. Il faut savoir aussi que les papiers au marché noir, ça pullule. La hausse des usurpations s'explique notamment par l'apparition de packs identitaires sur le marché noir. Et donc il y a 5 ans, selon le criminologue Christophe Naudin, ils disent qu'ils regroupent plusieurs documents cohérents pour tromper l'administration et obtenir un document officiel à votre nom. C'est pour ça, être vigilant sur ce contrôle et cette usurpation d'identité. Voilà, c'est vraiment une mésaventure et je la souhaite bien entendu à personne. Autre sujet aussi intéressant, il s'agit là donc du contrôle de police. Est-ce que tu es au courant, Alex, du contrôle de police? Est-ce que tu es au courant du contrôle de police Qui a eu récemment ou qui en du a? contrôle aux police par rapport aux matricules. Non, j'étais pas au courant, tu vois. Alors, donc je te l'explique, c'est Valls, notre Premier ministre, 30 ans qu'on ne les avait pas vus, les matricules vont faire de leur retour sur les uniformes des policiers, comme l'a confié le ministre sur France Inter. Ils porteront un élément d'identification sur leur uniforme ou sur leur brassard. Bref, c'est un retour du matricule. Aussi, le but de la manœuvre, c'est de lutter contre le délit de faciès. Une promesse de campagne de François Hollande, bien entendu, alors que les personnes noires et arabes sont aujourd'hui en France 6 et 7 et 8 fois plus de chances que les blancs de se faire contrôler. Tu sais, on en a parlé dans Equality hier. Oui. Voilà, donc c'était ça que je voulais souligner et que c'était aussi important dans ce schéma-là que le contrôle de faciès soit respecté et qu'il n'y ait pas d'abus de la part de l'agente et des services de contrôle. Donc c'est souvent, bien entendu, c'est l'Open Society Institute, l'OSI, qui montre ses sondages sur le truc. Et donc voilà le truc. Ce rapport-là, il vient sur la résurrection des matricules. En conclusion, cette proposition faite par le défenseur des droits Dominique Baudis avait raison. Il voit une garantie pour le citoyen que s'il est victime d'un représentant des forces de l'ordre, excite donc l'idée du récépissé remis après chaque contrôle que réclament pourtant les associations anti-discrimination.
une tracasserie administrative supplémentaire que le ministre ne veut pas infliger à ces hommes. Voilà sur le retour du matricule que devront dorénavant porter les policiers et seront identifiés pour éviter les abus. Au niveau de l'environnement, un ordinateur qui plante juste après expiration de la garantie, une imprimante qui s'arrête sans préavis, ce n'est pas un hasard, mais un système rodé qui pousse à la consommation en détruisant la planète, comme l'explique un professeur d'économie, Serge Latouche. Dans son livre Bon pour la casse, il dénonce l'obsolescence, c'est comme ça qu'on dit, l'obsolescence programmée. De quoi s'agit-il? L'obsolescence désigne un objet mis au rencard. Ce n'est pas nouveau, le chemin de fer a rendu la diligence obsolète. Cette obsolescence peut être technique ou psychologique. L'exemple type, c'est le mode féminisme, mais aujourd'hui cela touche presque tous les objets. Pour accélérer la consommation, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. L'idée est d'y introduire une faille pour qu'il tombe en panne. Dans les faits, les trois types d'obsolescence se mêlent. Prenez l'iPhone 5, il est présenté comme différent de l'iPhone 4. Il bénéficie d'un effet de mode et il a été rendu incompatible avec les équipements plus anciens. Peut-on prouver que les objets sont faits pour tomber en panne? Cette question-là, c'est extrêmement difficile à démontrer. L'exemple le plus connu, ce sont les fabricants de lampes qui se sont entendus pour limiter la durée de vie des ampoules. En 2003, une classe action a été intentée contre l'iPod dont la batterie durait que 18 mois et ne pouvait être changée. Mais Apple a indemnisé les plaignants sans procès. La plupart des appareils sont conçus pour ne pas être réparables. Autre question, les consommateurs sont-ils victimes ou complices? Les deux. Ils se sont résignés à cette pratique. Il y a un plaisir à la consommation ostentatoire et à jeter. Pendant des siècles, on transmettait à ses enfants les meubles, l'horloge, les vêtements. Cette tendance existe toujours, mais les gens sont transformés en bêtes à acheter. Or, on sait que les ressources pétrole, minerais, cobalt sont quand même limitées. Autre dernière question, quelles sont les solutions pour ces objets devenus irréparables? Il faudrait donc changer le système. La première réaction a été de demander donc des garanties d'1 an ou de 2. Un débat est en cours en France pour imposer une garantie de 10 ans. L'autre idée, c'est l'éco-conception. En Allemagne, par exemple, Xerox s'est mis à louer ses photocopieuses plutôt que de les vendre et a donc conçu ces machines en modules. Chacun peut être amélioré, réparé en cas de panne, puis décomposé et recyclé en fin de vie. Voilà les éditions, voilà les solutions qui peuvent limiter cette consommation ostentatoire. La qualité de prix et priorité des consommateurs. Alors une enquête que je vous partage avant d'attaquer le logement. Une enquête sur les préoccupations des acheteurs. C'est l'association CLCV a sondé les difficultés des consommateurs au quotidien au cours d'une vaste donc cette enquête réalisée auprès d'un panel de 5000 personnes interrogées entre avril et août dernier. Je vous en donne les points marquants.
la consommation, donc loin devant d'autres préoccupations, la qualité des produits et des services, ainsi que les prix inquiètent. Ces deux éléments sont en effet cités par 90% des consommateurs interrogés devant l'origine et le mode de fabrication des produits. Donc, question logement. Le logement, que peut changer le locataire? Alors là, l'association des consommateurs CLCV a été consultée. Avant tout, il ne faut pas transformer le logement. C'est le conseil que l'on peut vous apporter. Si le locataire peut effectuer des aménagements dans le logement, il ne peut pas, à moins d'avoir l'autorisation du bailleur. Le transformer, c'est abattre une cloison, par exemple. La possibilité pour le locataire de décorer librement son logement. La réponse est que le locataire peut tout à fait repeindre les murs, choisir d'autres couleurs, changer la moquette ou mettre du papier peint, avec quelques limites cependant. Le locataire ne doit pas choisir des coloris ou des motifs excentriques ou qui nuisent à la relocation ultérieure du bien. On évitera donc par exemple de peindre son plafond en noir ou ses murs en rouge. Le bailleur serait alors en droit de demander la remise en état du logement. Et le conseil de l'association de consommateurs pour le logement, c'est LCV, ils disent qu'une décoration passe-partout et de préférence plutôt sobre par précaution. Demandez également l'autorisation des propriétaires si vous souhaitez changer la nature de certains revêtements de vos sols, poser de moquettes sur du parquet ou retirer ou un carrelage mural, que vous voulez faire des travaux dans votre logement. Il faut avoir l'accord du propriétaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Alex? Par rapport à ça, ouais. Quand tu veux faire des travaux dans ton logement, il est quand même conseillé de pouvoir... De prévenir son propriétaire, comme quoi tu fais des aménagements dans ton logement. Oui, voilà, et que tu puisses... Après il a tout à gagner, le propriétaire, parce que lui, ça va lui faire un logement pratiquement... neuf, et donc... ça c'est voilà, c'est ça le truc, quoi, hein. Ce n'est que mieux, c'est mieux pour lui. Ensuite, si jamais le locataire a fait défaut, il le fout dehors et puis il va pouvoir relouer son logement qui est refait. Mais bon, après, t'as souvent des locataires qui, eux, ils cassent tout avant de partir. Oui, après ça dépend comment est l'entente avec le propriétaire, voilà, aussi. Par rapport à leur relation et par rapport par rapport à ça, quoi. Ouais. D'accord. Alors, donc voilà pour cette partie de logement. Dernier point, ça va être sur les taxes, sur les hausses des taxes qui sont quand même taxes foncières. Taxe foncière et logement social. Voilà, parce que dans Politique Dimanche, j'ai que deux sujets, donc c'est pour ça que tu gardes un peu le... Voilà, c'est pour ça que j'accentue un peu sur la partie nationale en actu, et c'est très important parce que les périodes d'hiver approchent et il est toujours la question du logement, elle est quotidienne pour certains, et vous en communiquer les détails, je pense que c'est important, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà, donc c'est vrai qu'après sur les taxes foncières, il y a un coup de gueule à porter. Tu peux porter un coup de gueule, Alex, sur la taxe foncière. C'est vraiment très très très... Sur les taxes foncières, ouais. Les taxes foncières qui est elle progresse, et qui est en augmentation d'ailleurs. Voilà, qui progresse 2 fois plus vite que l'inflation entre 2006 et 2011. Je vais vous en donner justement un résumé au sujet de cette taxe-là, parce qu'on a parlé de la taxe d'habitation et des impôts locaux. Là, on va parler de taxe foncière. C'est une taxe aussi qui, malheureusement, chacun, enfin, des personnes le payent et sont
et sont, ponctionnés. Donc chaque année, les propriétaires font le même constat. Le montant de la taxe foncière qu'ils paient aux communes, départements et régions augmente. Cette taxe, elle est calculée par le cadastre selon la valeur locative de la propriété à Bondy de 21% en moyenne. Tout quand même. Oui, entre ça fait un sacré chiffre. Et 2011, selon des calculs qui ont été dévoilés par l'Union nationale de la propriété en immobilier, l'UNPI. Ces responsables dénoncent une hausse qui est démesurée, très largement supérieure à l'inflation, de plus de 8% tout de même sur la même période d'après l'INSEE. La taxe foncière pèse de plus en plus lourdement sur le budget des ménages propriétaires en les privant d'année en année d'une partie chaque fois plus importante de leur loyer, de leur salaire ou de leur retraite. Voilà des questions qui reviennent régulièrement. 2 mois de loyer à Marseille. Dans le classement des 50 plus grandes villes de France, la palme de l'augmentation revient à Paris, où la taxe a progressé de 68% en 5 ans, après la création d'un prélèvement départemental en 2009. Le taux global de la taxe y reste cependant nettement inférieur à la moyenne nationale, qui est de 13,5% contre 35,7%. Mais dans certaines villes, Marseille ou Dijon notamment, ce prélèvement correspond à 2 mois de loyer. Autre inquiétude, le cas des propriétaires qui vivent dans leur logement. Pour certains, la taxe foncière représente déjà 1 mois de leur retraite et certains d'entre eux ne pourront pas rester dans leur logement. Craint aussi certains indicateurs. Et Paris, c'est le coup de bambou, 67% d'augmentation. T'imagines à Paris? Putain, c'est une horreur. Ouais, mais Paris, c'est la capitale aussi. Ah oui, mais c'est une horreur. Hein. Mais c'est abusé. Alors, quand tu vois qu'à Dunkerque, c'est 16%, Paris, 67%. Et sur Bordeaux, c'est... Je l'ai dit, 13%. Ah ouais, c'est quand même... 13%, c'est par rapport à Paris, une sacrée différence. C'est clair. Tourcoing, c'est 15%, tu vois. Roubaix, c'est 17%. Ils payent plus de taxes foncières à Roubaix qu'à Bordeaux, tu vois. Clermont-Ferrand, je lui ai dit 26%. Et donc, c'est incroyable, ces augmentations autour des hausses démesurées. C'est sûr. Dernier point sur le logement, autour du logement social. On a évoqué un petit peu la question, on a évoqué le sujet hier. Il faut savoir que mes chroniqueurs chouchous, Alex et Sandy, m'accompagnent le dimanche après-midi par tous les moyens qui peuvent le faire, soit par internet, soit par le chat, soit par différentes présences et prestations que je remercie vivement mes chouchous adorés. Donc sur le logement qui fait aussi dans le social, il y a un déficit. Chaque année, il est contesté que 1,2 million de ménages attendent un logement social. Pour répondre à l'urgence, une loi vient d'être votée au Parlement. Vous savez ça, qu'une loi a été votée? Non, j'étais pas au courant, non. Voilà. Et donc, 10 millions de Français vivent dans un logement social selon l'Union sociale pour l'habitat USH. Pourtant, certains ménages patientent près de 10 ans pour accéder au parc social. Comme en Ile-de-France, où le manque d'offres se fait cruellement ressentir, pour tenter de débloquer la situation. Donc Cécile Duflot, ministre du Logement et de l'égalité du territoire, a fait voter une loi pour que le logement social cristallise tout de même les tensions.
Voilà, je vous propose de faire le point sur ce secteur et dans 18h, 18h05, nous passerons à politique dimanche. Champion des taux 3,15% sur 20 ans à Toulouse et Nantes. Et avec ces taux, ces deux villes sont celles où il fait bon emprunter pour un achat immobilier, selon une étude du courtier meilleurtaux.com, un site internet et qui donne les informations sur le quotidien du logement. Toujours dans cette rubrique quotidien logement sur le social, en bas de tableau on retrouve Montpellier et Nice avec respectivement 3,45% et 3,55% pour un achat immobilier, pour emprunter bien entendu, et Paris lui se situe dans la moyenne avec 3,37% seulement. 1,1% c'est la baisse du prix des logements anciens en France au troisième trimestre de 2012. Les maisons baissent le plus à 1,3% contre 0,7% sur les appartements. Alors, pour qui donc, le Parlement se mobilise. Je vous parle du projet de loi de mobilisation générale pour la construction de logements, prévoit de céder du foncier public aux promoteurs qui bâtissent du logement social avec une forte décote pouvant aller jusqu'à la gratuité. Aussi, le taux de HLM des collectivités locales de plus de 3500 habitants où le marché est particulièrement tendu passe de 20 à 25% du territoire communal. Voilà, c'est sous propos de la loi, les fameux 25% de logements sociaux par commune. Pour qui s'adresse le logement social? À tout le monde, à condition de ne pas dépasser les 4 plafonds de ressources fixés pour chaque type de logement, jusqu'à 40 201 € par an pour une personne seule vivant à Paris et 27 184 € si elle réside en province. Au total, près d'un Français sur 3 peut demander à accéder au parc social. Voilà ce que répond la Juliette Furet, responsable du département politique sociale à l'USH, qui est donc l'Union sociale pour l'habitat. Mais dans des faits, ceux qui accèdent au parc social restent les plus modestes. En moyenne, le revenu total d'un ménage est de 1 700 € par mois. A signalé Marie-Anne Pichon de l'organisme social Villogia. Une question, comment postuler? Il suffit de retirer un dossier auprès d'une mairie, d'un bailleur social de son entreprise, si elle contribue à Action Logement ou encore de télécharger le formulaire SARFA 14069 en le déposant chez un de ces 3 acteurs donc pour la demande de logement social, est transmise à l'ensemble des bailleurs du département. Un mois après avoir déposé sa requête, le ménage reçoit une attestation d'enregistrement et dès qu'un logement se libère, normalement, une commission regroupant des représentants d'associations du bailleur et de la mairie se réunit pour sélectionner les dossiers et le futur locataire. Proposons 3 dossiers pour un logement. Marie-Anne Pichon, qui est donc responsable de l'organisme social Villogia. Elle explique comment sont traités les dossiers. Le candidat sélectionné ensuite est celui dont le profil correspond le mieux aux caractéristiques du logement. C'est comme un truc que je supporte pas. Il y a un truc que je supporte pas, c'est quand on te dit quand tu vas au Pôle emploi, que tu regardes les annonces et qu'on te marque débutant accepté et que tu appelles par rapport à la place, on te dit mais vous avez telle expérience dans le domaine, vous avez combien d'années d'expérience? Ah non, ouais, voilà. Vous avez aucune expérience dans le domaine, on peut pas vous prendre. Voilà, et donc tu te retrouves. Alors à ce compte-là, dans les annonces, c'est pas la peine de marquer débutant accepté.
Bien sûr, tout à fait, ouais. Et ça, je suis d'accord avec toi, ouais. C'est complètement con. Ouais. S'ils mettent débutants acceptés, c'est ouvert à ceux qui n'ont pas d'expérience. Alors le problème, pour ceux en ce moment qui sont déjà en recherche d'emploi, comme moi et comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de... à peu près plus d'1 million et quelques, je vais dire, allez, 1 million de personnes, ouais, bien on sûr, va dire. Je vais dire, c'est moi personnellement, le problème il se pose pas. C'est que c'est pour les générations à venir que je m'inquiète. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le problème il va être là. C'est comment on le demande à faire des études, des machins, des diplômes, des machins. Pourquoi faire? Ça sert à rien. On marque débutants acceptés, ils nous prennent même pas. Ça sert à rien du tout. Et Dieu sait si l'on voit. Ça se construit de partout. Mais ça construit des logements, mais à des prix exorbitants. Il y a encore une entreprise là qui vient de fermer, qui licencie 2600 employés quand même. Ça fait 2600 chômeurs de plus. Donc, et ça, c'est un quart de ce qu'il y a encore, qui va arriver. Il faut arrêter. Comment ils veulent que, déjà avec la crise économique encore en plus, c'est bon, l'État, ils arrêtent aussi. C'est assez difficile donc de se frayer et d'accéder au logement. De toute façon, le problème il est là. T'as pas de logement, t'as pas de boulot, t'as pas de logement. Voilà. Alors tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu finis quoi? On fait des contours. Tu finis SDF ou sinon pour survivre tu fais la manche ou soit tu voles. Le problème il est là. C'est à éviter parce que là. C'est peut-être à éviter, mais le seul moyen c'est d'essayer. Oui, non, ce n'est pas conseillé. C'est malheureux. Non, c'est aller voir votre assistante sociale, insister. Mais même les assistantes sociales, elles veulent dire ah ben oui, mais bon. Bien sûr, mais il faut faire la démarche quand même. Je vous invite à faire la démarche si vous avez des difficultés sur votre logement. Il faut savoir qu'à Bordeaux, il y a une association qui est l'ADIL, l'association de défense. Du contrat, du logement. Des locataires. On aura l'occasion d'en revenir là-dessus. Oui, d'en reparler parce que la période d'hiver va commencer et on n'est pas prêt de. Malheureusement, le problème de se loger, il est au quotidien, il est tous les jours et c'est ça le problème. La difficulté est là. Le problème, c'est que dans toute la France, il y a beaucoup plus de demandes que d'accessibilité au logement c'est ça le problème, c'est qu'ils construisent partout, mais... Des efforts sont en train de se faire sur la Cube, sur Bordeaux. Ils sont quand même en retard. Oui, mais le programme est de 55 000 logements autour de la mobilité et des transports. Oui, en 5 ans. J'ai quelqu'un au bout du fil et je vais faire un plaisir de le passer à l'antenne. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très très bien. Mister Sandy est avec nous. Je suis pas loin. Je suis désolé de ne pas avoir été là pendant quelques dimanches, mais je vais revenir, vous inquiétez pas. Je serai présent dans l'excentrique bientôt. Je voulais juste réagir par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Franchement, j'ai bien aimé les sujets, surtout sur le logement. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, t'as dit ce qu'il fallait. Moi, j'ai eu une expérience, tu sais, t'as parlé de la DIL 33 là. Oui, voilà, oui. J'ai eu par exemple un dégât des eaux. Tu sais, dans mon ancien logement là. Oui, j'essaye de solliciter la DIL 33, mais eux, ils font que donner des informations en fait. Tu me disais qu'ils ne faisaient pas de travail de terrain. Non, du tout. C'est-à-dire qu'eux, ils te donnent des brochures, des trucs comme ça, mais ils ne viennent pas sur le terrain. Je pensais justement avec eux qu'ils viendraient chez moi, rendre visite et tout ça, mais en fait pas du tout. Non, eux, ils font juste donner des brochures et des conseils, mais rien d'autre en fait. Et tu sais pourquoi je parle du logement aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que bientôt, du 15 novembre, c'est la période hivernale. Donc, c'est pour... Comme a dit Alex, il a dit très bien, c'est selon aussi la grande période. Tu vois, le froid peut arriver, le grand froid peut arriver très bien avant, et comme ça peut durer jusqu'à mai-juin, par exemple. Il peut arriver soit demain, comme il peut arriver la semaine prochaine, comme il peut arriver dans un mois, comme... on ne peut pas le savoir. Ça, c'est la météo qui décide, et il faut qu'on se plie à la météo, on n'a pas le choix. Si par exemple le grand froid dure jusqu'en mai, ils vont pas exclure les gens en période de grand froid en mai. Ah non,
automatiquement, ils n'auront pas le droit, c'est la loi qui prévoit ça, c'est qu'en période de grand froid, ils n'ont pas le droit d'exclure les gens, et même si les propriétaires le font, c'est eux qui sont pénalisés. Je précise que par la loi, c'est bien jusqu'au 31 mars. Parce que Normalement, 31 mars, oui. C'est jusqu'au 31 mars parce qu'en plus, il y a une chose qui n'a pas été dit, c'est par exemple les foyers d'urgence. Le 1er avril, il y a moins de places disponibles. D'ailleurs, la plupart des foyers d'urgence, le 1er avril, ferment. Non, c'est sûr. Non, je pense que même qu'on a fait un flash mob l'année dernière sur ça, c'est que le 1er avril, ils réduisent de moitié les places disponibles en fait. Oui, aussi, oui. On a fait un flash mob l'année dernière pour pas qu'il ferme. Oui, mais Sandy, excusez-moi, l'année dernière, ils ont ouvert des gymnases pour pouvoir proposer des lits. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Il faut dire que le froid on manque de place à Bordeaux. Regarde, le froid cette année a bien duré jusqu'en juin. C'est pour ça que l'avocat hier, j'ai dit qu'il faut absolument construire des hébergements et des ouvertures de lits pour nos démunis et nos sans-abri, d'une part,